Et on retrouve pour ce numéro hors série du Journal des Biotech Pierre Vincenzo Piazza, directeur général d'Aelis Pharma. Bonjour Pierre Vincenzo. Bonjour, bonjour. Alors, Aelis Pharma, biotech introduite en bourse début 2022, qui développe des candidats médicaments de la classe des CB1 et SSI pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs, dont la trisomie 21. Pierre Vincenzo, on s'est vu, c'était il n'y a pas si longtemps, septembre. À l'époque, c'était pour commenter les résultats négatifs, malheureusement, de l'étude clinique de phase 2B avec AEF 117 chez les participants souffrant de troubles liés à l'usage excessif de cannabis. Et puis, aujourd'hui, vous revenez sur le plateau afin qu'on parle ensemble de l'étude de phase 1, 2, avec cette fois-ci AEF 217, c'est dans la trisomie 21, des résultats qui ont été présentés comme positifs. Dites-nous ce qu'il faut en retenir. Ok, donc d'abord, une étude de phase 1-2, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une première partie 1 où on va évaluer la safety, la sécurité et l'absorption, et la partie 2 où on va analyser l'efficacité. Donc, commençons avec la partie 1. Allez, et la sécurité. Donc, la safety, elle est très bonne. Okay. Et c'était important parce que les personnes trisomiques sont plus fragiles que les volontaires sains sur lesquels on fait les phases 1 normalement. Elle est tellement bonne qu'en fait, on a observé principalement des effets indésirables légers et qui ont la même fréquence chez les sujets traités avec du placebo ou chez les personnes traitées avec la F217. Donc, en gros, pas d'effet indésirable qu'on peut attribuer aux médicaments. Et l'absorption, qui peut être un problème aussi chez les trisomiques, parce qu'ils sont des problèmes... Ils sont un peu plus fragiles. Ils ont aussi des problèmes gastro-intestinaux. L'absorption est aussi très bonne. Donc, partie 1, passée avec le feu au vert total. Alors, ça, c'est pour la sécurité, mais généralement, à ce stade de l'étude, voilà, là, vous nous expliquez dans le communiqué de presse, après 4 semaines de traitement, AEF 217 a amélioré de façon significative plusieurs capacités comportementales importantes dans le domaine de la communication, des aptitudes à la vie quotidienne, des interactions sociales, telles que mesurées par l'échelle de VABS. Vous allez expliquer ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est un peu la référence dans le domaine. Là, forcément, j'ai envie d'en savoir plus sur cette partie. OK. Donc, cette échelle, qu'on appelle la VABS. Allez, allons-y pour la VABS. La VABS. Analyse les capacités comportementales du sujet dans 3 domaines. La communication, les tâches de la vie quotidienne et la socialisation. Nous avons observé une amélioration dans les 3 domaines, et en particulier dans la capacité de la personne à s'exprimer, à écrire, dans sa capacité de s'occuper de soi-même, de se mettre en relation avec son environnement et d'établir des relations interpersonnelles. Donc, on peut dire, on a observé une amélioration de la capacité du sujet à fonctionner. Nous avons étudié aussi d'autres paramètres. On a évalué certaines capacités cognitives directement avec une espèce de... C'est un test sous tablette, c'est un peu comme un video game. Et on a observé une amélioration de la flexibilité cognitive, que c'est quelque chose de très affecté chez les personnes trisomiques et très important. Et aussi, on a observé chez les personnes trisomiques, il y a une altération de l'activité cérébrale pendant des tâches, là, une tâche de mémoire de travail. Ils ont une activité beaucoup plus importante que les personnes neurotypiques, vous et moi, et qu'ils montrent une fatigue plus importante, une difficulté plus importante à accomplir la tâche, et donc leur activité cérébrale une plus grosse sollicitation, c'est ça. Et la F217 corrige complètement ces déficits. Alors, qu'est-ce qu'il est vraiment étonnant dans ces résultats? C'est que normalement, on analyse les résultats selon une pyramide qui démarre avec l'activité cérébrale, après avec les capacités cognitives et enfin le comportemental. Et normalement, pour une étude avec pas beaucoup de patients et court, on imagine qu'on peut modifier l'activité cérébrale. Donc les premiers étages de la pyramide, c'est ça. Et donc, ce qui est vraiment, et qui enthousiasme beaucoup toutes les personnes qui ont travaillé avec nous et les familles, c'est qu'après un mois, on est capable
de modifier le dernier étage, et ça ne s'est jamais vu. Donc en fait, c'est les premiers traitements qui, dans la trisomie 21, montrent une action sur tous les étages, y compris les derniers, que c'est le comportement. Il faut savoir aussi que le dernier étage, c'est celui qui est accepté par les agences de régulation comme critère principal et pour la mise sur le marché du médicament. Donc, de ce point de vue, les résultats sont vraiment très encourageants et suscitent, comme je le disais, beaucoup d'enthousiasme dans toutes les parties prenantes. Bon, tout le monde est content, j'écoute des retours très positifs, je vous sens très enthousiaste. Oui. Il y a des gens qui sont moins enthousiastes en règle générale, c'est les investisseurs dans les biotech qui vont regarder, qui vont dire bon, c'est super, effectivement, bel espoir, c'est des études, une étude de phase 1-2, c'est encore ce qu'on peut dire un peu early stage. Qu'est-ce qui vous rend confiant là aujourd'hui sur la capacité à reproduire, voire amplifier de tels chiffres sur une étude qui c'est quoi, une phase 2B maintenant, s'il fallait faire une suite? Oui. Alors, cette phase 1-2 a une caractéristique qui n'est pas retrouvée normalement chez des études précoces. À savoir, elle a été faite exactement dans les mêmes conditions, à savoir chez des patients qui venaient en visite ambulatoire, qui prenaient les médicaments chez eux, qui étaient dans la vie de tous les jours, qui continuaient à avoir une vie normale, et à utiliser les mêmes critères de jugement qu'on va utiliser dans les phases 2B et dans la phase 3. Donc, en fait, la seule différence entre cette étude et l'étude successive, c'est le nombre, c'est ça? Le nombre et la durée des durée. Ouais. Mais sinon, l'étude va être pareille. En revanche, normalement, et là, ça justifie une certaine prudence, même nous, avec la F117, la phase 2A, utilisait ce qu'on appelle des surrogate endpoints qui n'étaient pas les mêmes de ceux qu'on a mesurés après dans la phase 2B. Dans les cas spécifiques, les pouvoirs prédictifs de cette étude, c'est pour ça que vous me voyez enthousiaste, parce que normalement je ne suis pas un garçon très enthousiaste, c'est qu'en fait, c'est la même structure d'étude. Donc son pouvoir prédictif, il est très élevé. Bon. Du coup, les prochaines étapes, c'est quoi alors? C'est le design d'une phase 2B, le lancement d'une phase 2B. Qu'on a déjà fait, qu'on a déjà discuté avec l'Agence européenne du médicament. Donc, ça va être une étude internationale, France, Italie, Espagne, avec une dizaine de centres. D'accord. À peu près 3 dans chaque pays. Qu'il va inclure, je dirais, environ 200 patients. Ça peut être un peu plus ou un petit peu moins, ça dépendra de la méthode. Autour de 200 patients. Voilà, autour de 200 patients, et qu'il va durer 6 mois, et qu'il va utiliser les mêmes critères de jugement primaire, que c'est la VABS, que nous avons utilisé dans la phase 1-2. Voilà. Et ça démarre quand? Alors, si... Nous, on est assez près parce que, étant donné qu'on a eu un financement de l'Europe pour le premier projet, en fait, pour un développement clinique de la trisomie 21, le projet s'appelle iCode, on a déjà pu travailler avec les centres en amont. Donc, on a déjà validé et on connaît tous les centres, on a déjà audité, on les a déjà validés. Donc, ce qui maintenant fait en sorte qu'on va démarrer mi-2025, c'est toute la partie administrative qu'il faut faire avec les mois, resoumettre les protocoles. Il faut aussi qu'on soumette ce qu'on appelle un PIP, que c'est en fait le développement pédiatrique. Et chaque fois, vous avez 3 mois entre quand vous soumettez et quand on vous répond. Donc, c'est pour ça, on espère... Mi-2025. Voilà. Si autour de mi-2025, en fonction de la vitesse avec laquelle les agences nous répondent. Vous répondent. Donc, mi-2025. Pierre Vincenzo, combien de patients dans l'absolu, en Europe, ou peut-être ailleurs, si vous avez d'autres chiffres, seraient éligibles à ce traitement? Et puis, quand je vous écoute avec ces résultats encourageants, est-ce que ce ne serait pas susceptible aussi de susciter l'intérêt d'un éventuel partenaire? Alors, pour la trisomie 21, ça peut paraître surprenant, mais on n'a pas de base d'état qui ressentent
les personnes. Okay. Donc, quand vous regardez les études épidémiologiques, dans les pays occidentaux, on a la prévalence, mais on n'a pas forcément... Non, oui, on a, mais ça va de 1 million à 5 millions. D'accord. Ah, donc, pas super précis, disons. Voilà. Ouais. Mais je dirais au minimum 1 million, en considérant... En Europe, pardon. Europe et Japon. Europe et Japon. Parce que le Japon, c'est les pays, en fait, par rapport à la population, qui a le plus grand nombre de personnes qui vivent avec une trisomie 21. Après, les médicaments sont susceptibles d'être utilisés pas seulement dans la trisomie 21, parce que nous avons des données dans certaines formes d'autisme chez l'animal, dans le vieillissement des capacités cognitives, et nous sommes en train de faire d'autres expériences. On va en parler de ça, mais restons sur la trisomie 21. Oui, et donc voilà. on a plusieurs sollicitations de plusieurs partenaires qui sont intéressés à faire un partenariat pour développer ce composé. Bon, il y a moyen d'en savoir plus d'ici quelques mois, comment ça pourrait se concrétiser avant le lancement de l'étude, après? Alors, techniquement, ça serait bien que ça puisse se concrétiser avant le lancement de l'étude, parce que vous allez décider l'étude avec les partenaires. Après, c'est en général des choses qui prennent longtemps, donc je ne peux pas vous répondre précisément. On va se reparler en 2025, c'est pas grave. On va tourner cette page d'AEF 217, il faut qu'on reparle, oui, puisque je l'ai dit au début, en septembre, d'AEF 117, mais vous m'aviez dit à l'époque, enfin, ce n'est pas comme ça que vous me l'aviez dit, les carottes ne sont pas complètement cuites, il y avait peut-être des données complémentaires à attendre, ça doit arriver d'ici la fin de l'année, c'est ça? Oui. Alors, donc là, on a pratiquement fini les analyses, qui ont pris pas mal de temps parce que, disons qu'on est un peu très strict chez nous, donc on voulait avoir une base de données parfaitement clean, que c'est difficile d'avoir dans ce type d'études parce qu'avec 330 patients et tous les critères de jugement qu'on avait, donc on va annoncer soit en décembre, soit tout début janvier, parce qu'il y a les vacances, des trucs comme ça. Oui, enfin c'est... Alors, je voudrais clarifier un point, c'est qu'en fait, le marché a perçu cette étude de façon plus négative que les experts du domaine. Parce qu'en fait, ce que l'étude a fait de mauvais, c'est qu'il a raté les critères principaux de jugement. Les problèmes... Bon, quand on est investisseur, c'est un peu ce qu'on retient, Pierre Vincenzo. Les critères ne sont pas atteints, c'est un échec. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir pour les phases 2. Je pense que c'est une erreur. Il faut le voir comme ça pour les phases 3. En phase 3, vous avez fait les phases 2 qui vous ont aidé à choisir la dose et à choisir les critères principaux de jugement. Parce que c'est à ça que ça sert les phases 2. Une fois que vous avez choisi ça, vous faites la phase 3. Là, si c'est négatif, comme vous dites, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. En revanche, en phase 2, surtout dans ces cas spécifiques où c'était les premières études de grande envergure bien contrôlées dans les domaines, ça reste une étude un peu exploratoire. Et donc là, vous allez choisir les critères principaux de jugement, la population et les doses. Cette étude permet de faire ça. On va annoncer avec les résultats définitifs de façon plus précise, mais déjà dans les communiqués de presse, on avait montré que les médicaments étaient capables de réduire la prise de cannabis sous la population des patients, qui en fait est la population la plus large dans les doses. C'est la question de dose aussi, je crois aussi. Oui, il faudra qu'on augmente la dose, mais bon, ça vous ne pouvez pas le savoir avant de faire l'étude. Donc en fait, l'élément négatif, parce qu'il y en a un, c'est qu'il faut refaire une phase 2, et donc qu'on prend 2 ans de retard dans le développement de ces médicaments. Mais ça ne veut pas du tout dire que le médicament est mort. Et d'ailleurs, on a reçu
il y a Indivior qui attend de voir ses résultats. Justement, transition toute trouvée. Est-ce qu'il reste dans l'aventure Indivior? Alors, Indivior veut voir ses résultats avant de se positionner, mais on a d'autres partenaires qui se sont positionnés aussi parce qu'ils trouvent même juste les résultats qu'on a communiqués jusqu'à maintenant intéressants. Bon. Et donc, on a plusieurs partenaires qui attendent les résultats définitifs. Il va se passer des choses dès le début de l'année prochaine. On va forcément finir, mais pas vraiment sur la trésorerie, parce que justement, lors de votre dernière levée de fonds, en juillet, vous annonciez que vous allez avoir de la visibilité jusqu'au 4e trimestre 2026, déjà c'est à souligner, parce que pour une biotech, c'est pas si fréquent que ça. Au-delà des deux actifs que nous venons d'évoquer, quels sont les autres produits, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, qui vous semblent les plus prometteurs et dont vous avez initié ou avancé le développement? Donc, nous avons développé plusieurs actifs qui peuvent aller pour d'autres maladies du système central, mais aussi quelque chose de très positif qui s'est passé pour nous, c'est le développement d'actifs dans l'obésité et maladies métaboliques. Et votre technologie, elle garde la pertinence là-dedans? Parce qu'on peut dire, mais n'essaye pas d'attraper le train en marche des GLP-1 et tout ça. Non, on a reçu d'ailleurs énormément d'intérêt pour deux raisons. C'est qu'il y a 30 ans, quand on a commencé à développer les inhibiteurs du CB1, ils étaient dirigés vers l'obésité et les maladies métaboliques sur lesquelles avaient montré des effets très pertinents et très positifs. Le problème, c'est qu'il y avait des effets indésirables, comportementaux, dépression, anxiété, et donc on a tout arrêté. Alors, Novo, qui a acheté pour 1 milliard, ou molécules, qui faisait les paris, qu'ils pouvaient éliminer les effets indésirables en agissant qu'en périphérie sans aller au cerveau. Ils viennent de publier leurs résultats. Nous, on s'y attendait parce qu'on savait que les effets indésirables centraux, en fait, venaient de la périphérie. Ils ont montré qu'ils sont autant d'effets indésirables qu'une molécule qui va en centrale, ou au moins les mêmes effets indésirables. Et donc, du coup, nous... Donc ça ne fonctionne pas, si je vous écoute bien. Ben, pas aussi bien qu'il l'espérait. Voilà. Et donc, du coup, nous, on est les seuls à avoir éliminé complètement les effets indésirables, parce que même l'étude avec les 117 a montré que sous 330 patients, sous 3 mois de traitement, eh bien, à la place d'augmenter la dépression et l'anxiété, on les diminue. Donc, tout d'un coup, tous les industriels qui sont intéressés dans les domaines, et les CB1 sont une bonne cible, ils se rendent compte qu'en fait, on est les seuls, de façon moléculaire, vu les mécanismes d'action des non-composés, à avoir éliminé les effets indésirables. Donc, on a beaucoup d'intérêt dans cette indication, et donc on est en train d'y travailler et d'y aller plein pot. Bon, et ben voilà, plein de choses, plein de projets en route. L'occasion sans doute de refaire le point très bientôt sur l'actualité. Avec Lis Pharma, merci Pier Vincenzo Piazza pour ces explications. Laurent, merci de m'avoir invité. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.